Mes chers amis, bonjour. J'espère que ça va chez vous toutes et tous. L'autre jour, il y a eu le sommet de la francophonie. Le sommet de la francophonie, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de donner notre point de vue par rapport à cela et faire une petite analyse pour vous. Vous savez, la francophonie, à la base, ça avait été créé pour permettre le rayonnement de la langue française partout dans le monde. L'objectif principal de la francophonie, c'est ça. Tous les pays qui parlent francophone, disons, tous les pays qui parlent français. L'objectif, c'était de les réunir, hein, et puis de faire en sorte que de plus en plus de gens sur la planète puissent continuer à parler français et pour que la France, eh bien, la langue française puisse quand même être un vecteur qui va lier les peuples. Comme vous le savez, par exemple, nous, dans l'AES ici, s'il y a bien une langue, ou même au-delà de l'AES, s'il y a bien une langue qui nous lie beaucoup, c'est le français, la langue française. Et il y a aussi la langue anglaise qui nous lie beaucoup. Et voilà. Mais au-delà de cela, il faut savoir que euh, nous avons aussi des langues nationales qui lient beaucoup les peuples. Vous savez, par exemple, quand vous prenez le Bambara, c'est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays en Afrique. Vous voyez. Et il y a plusieurs langues comme ça aussi en Afrique qui sont beaucoup parlées. Malheureusement, nous, on n'a pas pu valoriser nos langues et je pense que maintenant, les gens ont compris qu'il fallait valoriser nos langues. Voilà. Alors, le grand problème de la francophonie, on va en parler tout de suite, c'est que moi, j'ai l'habitude d'appeler ces genres d'organisations, je les appelle des organisations mutantes. Des organisations mutantes. En fait, c'est des organisations qui mutent, qui subissent des mutations. Hein. Vous savez, les mutants, c'est, c'est des choses qui sont remplacées par d'autres. C'est des choses qui, à la base, sont d'une certaine forme et prennent une autre forme après. C'est ça, les mutants. Et la francophonie, c'est ça aussi, une organisation mutante pour moi, ainsi que elle est tout comme la CEDEAO aussi, qui est une organisation mutante. C'est des organisations qui, au début, ont été créées pour un objectif, mais au fur et à mesure, les objectifs ont changé. Et à un moment donné, ça ne peut pas aller. La francophonie, elle s'est politisée. Et une organisation qui se politise, qui change comme ça d'objectifs au fur et à mesure des années, et les objectifs qu'elle vise ne sont pas les objectifs qui sont forcément dans l'intérêt des peuples qui parlent français, c'est-à-dire les peuples africains ou ailleurs dans le monde, le Canada, etc. Non, c'est pas forcément dans nos intérêts. Les objectifs de la francophonie évoluent en fonction des intérêts de la France. Et c'est de ça dont on va parler juste après ce générique. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution. Je vous le disais à l'instant que la francophonie, c'est une organisation qui ressemble à la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, au départ, lorsqu'elle a été créée en 1975, elle avait des objectifs économiques. CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais par la suite, la CEDEAO s'est donné des objectifs politiques. Et après, dans ces objectifs politiques, la CEDEAO, elle s'est dite, bon voilà, on va faire en sorte que les gens, on va parler de droits de l'homme, on met un peu de droits de l'homme dedans. Et, euh, et justement, malheureusement, c'est instrumentalisé les droits de l'homme dans la CEDEAO, c'est instrumentalisé. On met aussi des questions telles que des questions de bonne gouvernance. Oui, il faut bien gérer votre pays, il ne faut pas faire de coup d'État, il faut faire ceci, il faut faire cela, et on met des embargos sur les gens, etc. Parce que simplement, il y a eu un changement de régime, des militaires sont venus au pouvoir. Alors, donc, la CEDEAO, elle s'est donné des objectifs politiques après. Et les gens y ont adhéré. Et les gens ne savaient pas que c'était pour, euh, pour satisfaire, en fait, certains pays, il y a certains États qui avaient des visées, hein, qui voulaient atteindre certains objectifs et ils ont intégré dans la CEDEAO des objectifs politiques pour éventuellement continuer à maintenir le contrôle de ces États-là. Et après ces objectifs politiques-là,
On est même passé à des vitesses, hein, à la vitesse supérieure, même à une vitesse un peu vertigineuse. On s'est dit, bon, voilà, maintenant on va même envoyer des armées pour aller combattre certains pays lorsque les dirigeants qui y sont ne font pas ce que d'autres États de la CEDEAO veulent. Donc, c'est devenu un problème. Ouais, par exemple, la CEDEAO, c'est vrai que cette émission n'est pas sur la CEDEAO, mais on en parle un petit peu. Prenez par exemple la monnaie, elle est instrumentalisée dans la CEDEAO. La CEDEAO, c'est 15 pays. Sur les 15 pays, il y en a 8 qui ont la même monnaie et 7 n'ont pas le même monnaie. Il y a 7 pays qui chacun a sa monnaie. Mais les 8 qui ont la même monnaie que le franc CFA, eh bien, on s'est rendu compte que le franc CFA est instrumentalisé. Donc, la CEDEAO, c'est ce qu'elle fait. Elle utilise l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, notamment la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, pour mettre des sanctions sur certains pays. Alors, du coup, la CEDEAO, finalement, elle est en train d'éclater. C'est la raison pour laquelle les pays de la US ont quitté là-bas. Alors, pour revenir au sommet de la francophonie, la francophonie, c'est ça aussi. Ils sont donnés des objectifs, mais le grand problème, c'est que ils ont des objectifs politiques. Et là, ils ne peuvent pas partager le même point de vue que les membres des pays de la francophonie. Pour vous montrer que nous n'avons pas les mêmes objectifs, Emmanuel Macron, lorsqu'on lui a posé la question lors de son discours inaugural du sommet, lorsqu'on lui a parlé un peu de sa position par rapport à ce qui se passe au Liban, au Moyen-Orient, etc., eh bien, il a soutenu certaines positions qui ne sont pas forcément les positions des pays qui sont membres de la francophonie. Et c'est là tout le problème. Hein. Et la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, elle a très bien parlé, elle représentait le président Bassirou Diomaye Faye, et elle l'a dit clairement. On va écouter M. Macron. Écoutez-le bien, écoutez-le bien. Macron, vous avez déclaré dans un entretien à France Inter qu'il fallait cesser de livrer des armes pour mener les combats sur Gaza. Alors à qui adressez-vous ce message? Est-ce que le président américain Joe Biden est le premier destinataire de ce message? Et par ailleurs, comment pouvez-vous vérifier que le matériel dit défensif qui est fourni par la France n'est pas utilisé de manière même détournée par Israël dans des frappes sur Gaza ou sur le Liban? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je peux vous confirmer sur le deuxième point que ça n'est absolument pas le cas. Ensuite, je veux simplement dire la cohérence de notre position depuis le début. Nous sommes en solidarité avec la sécurité d'Israël. Et je le dis à 2 jours. Vous avez entendu, il dit qu'ils sont en solidarité totale avec la sécurité d'Israël. Sécurité d'Israël, ils soutiennent Israël, ils sont avec Israël. Mais par contre, les gens qui ont été invités au sommet de la francophonie, la plupart des pays ne soutiennent pas Israël. Parce que pour eux, Israël tue les Palestiniens. La France, au-delà de ce message de solidarité, et réitérant le fait que nous n'oublions rien et que nous demandons la libération des otages, est aux côtés d'Israël et de sa sécurité. Et là-dessus, c'est sans ambiguïté, nous l'avons encore montré ces derniers jours, lorsque l'Iran a déclenché des frappes. La France était mobilisée et j'ai tout de suite accédé à la demande du Premier ministre Netanyahou pour participer à la sécurité d'Israël. Donc, vous voyez, à chaque fois, M. Macron, le président Macron, il revient sur ça. Il dit, bon, nous sommes là pour la sécurité d'Israël, on est pour la sécurité d'Israël, on est pour la sécurité d'Israël. Mais les pays de la francophonie, la plupart, comme je vous l'ai dit à l'instant, ne se reconnaissent pas dans ce message. Par exemple, nous, au Mali, ici, c'est vrai, on a été suspendu de la francophonie. Oui, notre pays a été suspendu parce qu'il y a eu un coup d'État chez nous. On a été suspendu. On va en parler tout à l'heure. Mais nous, notre point de vue, c'est pas ça. On ne soutient pas, traditionnellement, on ne soutient pas ce qu'Israël fait à la Palestine. Ni le Niger, ni le Burkina, ni le Sénégal, ni la plupart des pays qui sont dans la francophonie. On ne soutient pas. Donc, vous voyez le décalage qu'il y a entre le point de vue de M. Macron. Il a transformé en fait ce sommet en sommet politique. Alors le sommet de la francophonie, qui est un sommet de langue, c'est pour qu'on partage, nous sommes tous des francophones, on parle tous la même langue. L'objectif, c'est de
c'est d'essayer de faire rayonner la langue française. Mais le sommet se transforme en sommet politique et en sommet de soutien à Israël, sommet de soutien à qui encore, à l'Ukraine, etc. Et là, ça ne peut pas y aller. Hein. On va l'écouter encore, on va écouter un autre point. D'opération terrestre sur le sol libanais. Et donc oui. Il dit qu'Israël a décidé de mener des opérations terrestres au Liban. Voilà, c'est ça. C'est de ça dont il parle. Hein, ouais, parce que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que simplement, la France, dans son soutien à Israël, on voit qu'Israël maintenant est en train de mettre en péril les intérêts de la France. Oui, ils sont en train de mettre en péril les intérêts de la France. Les intérêts que la France est là au Liban. Si on appelle un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Voilà, bon, ça c'est un petit tacle à l'endroit des États-Unis et autres, hein, soutien d'Israël. Et Macron ne veut pas qu'on continue à donner des armes à Israël parce qu'Israël est en train de tuer les Palestiniens, mais c'est pas ça qui dérange Emmanuel Macron, hein, les Palestiniens qui se fassent tuer, ça ne le dérange pas du tout. Hein. Non, mais parce que maintenant, Israël est en train de tuer des Libanais, Et tuer les Libanais, ça ne le dérange pas, mais il y a des intérêts français au Liban dont on va parler, c'est ça qui le dérange vraiment. Le Liban, puisque vous m'offrez l'occasion d'en parler, je voudrais là aussi confirmer, comme je l'ai fait dans mon propos introductif, le fait que nous tiendrons donc dans les toutes prochaines semaines cette conférence de soutien qui a vocation à apporter de l'aide humanitaire et à consolider les efforts de la communauté internationale et à apporter aussi des éléments de soutien aux forces armées libanaises pour sécuriser en particulier le sud Liban. Voilà, ça veut dire que la France veut s'engager peut-être militairement au Liban. Mais comment ça? Comment est-ce que la France veut s'engager militairement au Liban? Voilà, la France veut... Il dit on veut donner des éléments de soutien à l'armée libanaise, aux forces de sécurité libanaises, de défense et de sécurité libanaises, pour qu'elles puissent sécuriser le Liban. Alors ça veut dire quoi? Sécuriser le Liban face à qui? Contre qui? Contre Israël. C'est quand même clair. Voilà, parce que c'est Israël qui est en train de bombarder actuellement. C'est Israël qui bombarde actuellement le Liban. Et ça, c'est un problème. Et la France a beaucoup d'intérêt au Liban, mais les gens ne le savent pas. Et là, il ne le dit pas. Il ne le dit pas, mais on va en parler tout de suite. On va écouter un dernier élément. Mais c'est pour que vous sachiez que la France veut donner des armes au Liban. Ils veulent en tout cas trouver un moyen pour que les forces de sécurité libanaises puissent se défendre. Alors, vous voyez un petit peu. On écoute encore un dernier point de Macron. Il n'a pas participé à l'entièreté de la session. Aujourd'hui, il est parti ce matin. Il est parti pour vous montrer qu'il était mécontent du fait qu'hier, dans le discours inaugural... Voilà, ça c'est par rapport à Félix Tshisekedi. Qui est parti. Hein, il est parti plus tôt que prévu. Il n'a pas assisté à la fin de la cérémonie, à la fin du sommet. On continue à écouter. Vous n'avez pas parlé, parmi les grands conflits de cette planète, celui dans l'Est de la RDC. Je note que vous l'avez fait ce soir, mais pourquoi cette omission hier? Et aussi, vous aviez l'ambition de réunir Paul Kagame et Félix Tshisekedi autour de la même table. Ce soir, il y a un président qui n'est pas là. Est-ce que vous avez toujours l'intention de jouer un rôle dans le processus de médiation? Merci beaucoup. Écoutez, je retiens surtout qu'hier, j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi. Et donc, il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Et donc oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC. Et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Juste après mon discours, j'ai retrouvé le président du Laos et on a parlé de la Birmanie et je n'ai pas parlé en effet aussi de ce qui s'y joue. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense que il se trouve pendant ces 2 jours le conflit sur lequel j'ai passé le plus de temps dans les réunions parallèles. Nous encourageons très clairement la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux à ce titre et je l'ai dit successivement au président Tshisekedi, au président Kagame. À titre, pour ce qui est de la France, nous avons toujours été clairs.
et je l'ai redit aussi à l'un à l'autre, nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et à tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine. Nous appelons à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre justement un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc nous souhaitons une approche globale pour régler le conflit en profondeur. C'est ce que j'ai évoqué avec les deux présidents successivement. Il n'a pas été souhaité une réunion à trois que j'appelais de mes voeux. Je pense que la situation est encore trop tendue. Néanmoins, je note que le cessez-le-feu et que la situation sur place s'est un peu améliorée par rapport à ce qu'on a pu connaître. Voilà. Alors là aussi, le dernier point, là, c'est lorsque le président français Macron, il essaye de voir comment il peut rattraper le coup, hein, comment il peut rattraper le coup, parce que, bah, écoutez, si vous comprenez bien que Félix Tshisekedi, le président de la RDC, n'était pas content parce qu'il aurait aimé que le président français, dans son discours inaugural, puisse citer la RDC comme un pays dans lequel il y a un grand conflit, hein, des pays dans lesquels il y a de grands conflits. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ça. Tshisekedi s'est fâché et Macron, bon, c'est lui qui essaie de régler les problèmes qu'il y a entre Tshisekedi et Paul Kagame. Et dommage que Tshisekedi ne prenne pas ses responsabilités parce que le fait d'aller en France, demander au président français de vous aider, pensant que c'est la France qui va avoir une solution à cette crise-là, je crois qu'un grand pays comme la RDC est assez grand quand même pour essayer de se défendre. Un très grand pays qui est peut-être au moins plus de 90 fois plus grand que le Rwanda. Une population de 100 millions d'habitants contre 13 millions d'habitants. Vous êtes indépendant, mais je sais pas, faites venir les Russes. Je sais pas, si vous n'arrivez pas à avoir des armes, achetez des armes russes, achetez des armes avec certains pays, défendez-vous, ou bien faites venir des Russes chez vous. Parce que de toute manière, la France soutient le Rwanda, tout le monde le sait. Hein. C'est la raison pour laquelle la présidente, disons la secrétaire générale de la francophonie, elle est rwandaise. Hein. Donc, tout le monde le sait. En tout cas, Tshisekedi, c'est quand même dommage qu'il ne veuille pas trouver de solution aux problèmes de son pays. Maintenant, pour aller vers Macron, qui a détourné un petit peu le sommet. Hein. Le sommet s'est transformé en sommet qui va parler des intérêts du Liban, de la France et du Liban, sommet qui défend Israël, etc. Ce que la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, elle a dit, il faut l'écouter, c'est très important ce qu'elle dit. Elle, ce qu'elle dit, c'est très important. Elle fait savoir que Israël, eux, ils ne sont pas dans l'affaire d'Israël. Israël est en train de faire un génocide. C'est la raison pour laquelle la politisation de la francophonie, de ce sommet-là, c'est un véritable problème. Je vous propose d'écouter le point de vue à présent de la chef de la diplomatie sénégalaise, Kousman Diaye, a pu rencontrer cet après-midi au Grand Palais celle qui représentait son pays à ce sommet. Le président Bassirou Diomaye Faye n'avait pas fait le déplacement. Et selon elle, la francophonie ne peut pas être envisagée sous l'angle politique. Et elle prend, vous allez l'entendre, l'exemple des positions divergentes dans l'espace francophone sur la guerre à Gaza. Je suis pour une francophonie solidaire. Une francophonie solidaire dans la mesure où nous partageons une histoire coloniale, une histoire néocoloniale, une histoire aujourd'hui d'États qui sont en train de s'affirmer. Et un continent qui est en train de dire qu'il faut reconnaître la diversité politique, il faut reconnaître la diversité culturelle, et il faut que le multilatéralisme soit revisité et renouvelé. Donc, je ne me remets pas en cause cette position politique de la francophonie, mais je ne pense pas que la francophonie devrait être l'espace où nous prenons des décisions politiques au niveau multilatéral parce que nous avons des intérêts au niveau africain que nous devons défendre. Maintenant, si les intérêts de la francophonie en tant qu'espace culturel, de langue, convergent avec les intérêts de l'Afrique ou de notre sous-région, bien sûr, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, le Sénégal, en tant que pays, dont le président Senghor avait donné un passeport diplomatique à Yasser Arafat, qui préside le comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien, ne peut pas s'aligner derrière la position politique de la francophonie par rapport à la Palestine. Et pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, le Sénégal
dit que ce qui se passe en Palestine est un génocide. Alors que je ne pense pas que la francophonie dit que c'est un génocide. Et bien sûr que nous sommes d'accord à certains points par rapport au fait qu'il faut deux États. Voilà, vous voyez que ça, c'est la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères qui a été assez claire quand même. Elle pense simplement que bon, Israël est en train de commettre un génocide et ça, ce n'est pas la position éventuellement d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour vous dire qu'il ne peut pas y avoir entente entre eux. Il ne faut pas qu'on politise la francophonie. Voilà. Et là, elle a été assez claire quand même par rapport à cela. Elle a été assez claire par rapport à cela. Et là, elle a été, et je suis totalement d'accord avec elle. Hein, voilà. Bon, ça c'est important. Maintenant, pour en finir avec le Liban, vous avez vu que le président Macron, à chaque fois, il parlait du Liban. En fait, la France, elle sait que le Liban a un espace maritime très important. Hein, la France. Et la France veut profiter de cela. Elle veut profiter aussi elle veut avoir une influence sur la mer Méditerranée, mais dans l'est de la mer Méditerranée, parce que le Liban est situé dans l'est de la mer Méditerranée et la France veut avoir de l'influence là-bas, ce qui est important pour elle. Hein. Et puis dernièrement, vous savez, il y a quelques années de cela, 2 ans de cela, il y avait une grosse explosion, une explosion là-bas, ou bien c'était à Beyrouth, je ne me rappelle pas, c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais il y a eu une grosse explosion et les Chinois voulaient en profiter pour venir, pour s'installer là-bas, pour faire des infrastructures, etc. Et puis profiter de tout ce dont ils peuvent avoir. Et ça dérange beaucoup la France. Ça dérange beaucoup la France. Et puis enfin, il y a quand même un aspect qui est plus important que tout, parce que dernièrement, on a vu Jean-Yves Le Drian qui est parti au Liban. Jean-Yves Le Drian est parti dernièrement au Liban et tout le monde sait que Jean-Yves Le Drian, c'est le monsieur France-Afrique, c'est le monsieur Foccart qui a remplacé Foccart. Hein. Et en fait, au Liban, il y a d'importants gisements d'hydrocarbures qui ont été découverts offshore. Hein. Il y a d'importants gisements offshore qui ont été découverts sur la mer, dans la mer. Hein. Et les premières concessions d'exploration ont été données. C'est Total qui les a remportées. Total, en fait, c'est un consortium mais qui a été mené par Total. C'est eux qui l'ont remporté. Donc maintenant, le fait que Total a ce gisement là-bas, ne va pas profiter de ce gisement. Dans la France, quand elle voit Israël en train de tenter de détruire le Liban, ça ne va pas arranger la France. C'est la raison pour laquelle la France elle est présente là-bas et elle est prête à tout faire pour défendre ses intérêts là-bas. C'est important de le dire. Et puis maintenant, pour parler encore des incohérences en fait du sommet de la francophonie, c'est que, comme vous le savez, les pays de l'AES n'ont pas été invités parce qu'on est suspendu, il paraît. On est suspendu. Bon, vous savez, nous, ça ne nous a pas coupé le sommeil, hein, le fait de ne pas être invité là-bas. Ça ne nous dérange pas du tout. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ils disent qu'on est suspendu parce qu'il y a eu un coup d'État chez nous. Voilà, c'est ça. Mais au même moment, il y a eu un coup d'État aussi en Guinée, mais les Guinéens ont été invités. Il y a eu un coup d'État aussi, on va dire, au Tchad. Le Tchad a été invité. Il y a eu un coup d'État au Gabon. Le Gabon a été invité. Donc, c'est très incohérent. Il y a beaucoup d'incohérences. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous faire écouter l'intervention de M. Lugieux, que j'écoute pas beaucoup, mais cette fois-ci, sur le coup, il a eu à dire des choses qui sont quand même assez importantes. Vincent Lugieux, on a appris que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ne sera pas là demain et après-demain, alors que le Sénégal est membre fondateur de l'OIS. Qu'est-ce que cela traduit? Écoutez, ça reflète au fond l'ambiguïté de la perception de ce qu'est l'OIF aujourd'hui. Si, au sein notamment des sociétés civiles, l'Organisation internationale de la francophonie est
perçu comme, au fond, un vecteur d'influence postcoloniale de la France, il est évident que un Bassirou Diomaye Faye, au regard de la tonalité politique de sa base électorale, ne peut pas apparaître comme, en quelque sorte, le complice de ce type de chorégraphie. Mais vous savez, ce qui rend, à mon sens, la portée des messages de l'OIF indéchiffrable, illisible, c'est précisément ce qui vient d'être évoqué à l'instant par Blendala, c'est-à-dire la réintégration de la Guinée, alors même que la junte au pouvoir a piétiné à peu près tous les engagements qui avaient été pris, avec un calendrier élastique, un référendum hypothétique, et que donc aucune des valeurs qui sont portées haut, notamment à l'Élysée, valeurs partagées, d'état de droit, de transparence, de démocratie, ne sont respectées. Et puis n'oublions pas que Mamadi Doumbouya, donc le chef de la junte guinéenne, est quand même quelqu'un qui, voilà un an, à la faveur de l'Assemblée générale des Nations Unies, version 2023, a en quelque sorte théorisé le relativisme démocratique en présentant grosso modo la démocratie élective comme une sorte de produit d'importation, voire, c'était sous-entendu son propos, une sorte de stratagème néocolonialiste. Donc, si vous voulez, il faut être clair. Alors, pourquoi, effectivement, on n'invite pas les pays sahéliens qui ont affiché leur hostilité à la France et à toutes les instances dans lesquelles la France opère, mais en revanche, le Gabon, aucun problème, alors que, bon, à ma connaissance quand même, cette prise de pouvoir est le fruit d'un coup d'État. Il n'a pas été suspendu. Le Gabon n'a pas été suspendu. Donc. Voilà, il n'a jamais été suspendu d'ailleurs. La Guinée l'a été, mais elle est réintégrée le 24 septembre, donc à quelques jours, à quelques longueurs de sommet. Donc comment voulez-vous être crédible, recevable, quand vous prétendez, encore une fois, incarner et porter haut ces valeurs, si vous avez une posture aussi insolite que celle... Voilà, donc vous voyez que là, il a dit la vérité. Il n'a dit que la vérité. C'est difficile de comprendre la position, en fait, la position française, hein, parce que c'est la France qui décide en fait de qui doit venir. Ils s'entendent bien avec la Guinée, donc la Guinée vient, ils s'entendent bien avec le Gabon vient, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et puis, pour finir carrément, on va maintenant aller vers... on va aller vers la secrétaire générale de l'OIF qui a dit quelque chose qui est très important. Écoutons-la. En déclarant « Non, la francophonie, ce n'est pas la France-Afrique », ça ressemblait à un coup de gueule. C'était dirigé contre qui? Alors là, oui, là, effectivement, je sais que ça a été repris plusieurs fois. C'était dirigé contre des Français et des Africains qui aujourd'hui confondent les choses et qui critiquent, s'éloignent de... Ça existait, la France-Afrique, à un certain moment. Il y a peut-être même aujourd'hui encore des relents de cette France-Afrique, mais nous, la francophonie, on n'est pas la France-Afrique. Et donc, c'était dirigé à certains individus, à ce qu'on voit surtout ces derniers temps dans la préparation du sommet de la francophonie. Ceux-là même qui critiquent la France-Afrique, en fait, n'arrivent pas à se sortir de ce milieu par des analyses qui sont fausses, par des anticipations qui ne sont pas nécessairement correctes. Alors, donc, la secrétaire générale de la francophonie, elle dit que bon, la francophonie, c'est pas la France-Afrique, hein. Et elle trouve que les gens qui disent ça font des analyses fausses, ne voient pas bien, ne sont pas bien inspirés. C'est elle qui voit bien les choses. Ce sont ces analyses à elle qui sont de bonnes analyses. Mais par contre, les autres analysent mal. Bon, c'est quand même dommage hein, de penser que c'est elle la plus intelligente et les autres ne sont pas intelligents. Et donc moi, ce que j'aimerais beaucoup, j'espère que ce sommet aura aidé. D'abord, c'est qu'on nous connaisse mieux en France. C'est quand même bizarre, un sommet de la francophonie qui est mal connu en France. C'est quand même, je sais pas comment on va dire ça. Un sommet pour la francophonie, de la francophonie, ils sont en France, ils sont mal connus, ils veulent être mieux connus en France depuis combien d'années que la francophonie elle existe. On ne nous connaît pas, nous sommes basés ici, nous sommes dans un pays qui nous a donné la langue française, mais aussi il faut réinitialiser, si vous voulez, toute une classe à la fois dans la politique et dans les médias qui reste bloquée dans cette période
pour qu'on puisse connaître l'Afrique d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui. Et les autres pays également. Et aussi ne pas prendre tout un monde sur les 5 continents et le réduire à cette relation qui a été pas toujours glorieuse entre la France et l'Afrique. Alors justement, durant votre discours, vous avez aussi souhaité le retour dans la famille francophone, ce sont vos termes, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, ces 3 pays qui ont été suspendus par l'OIF. C'est aussi le retour de ces 3 pays, je l'appelle de tous mes vœux. La francophonie a vu le jour au Niger en 1970. Aujourd'hui, c'est un pays suspendu. Notre déclaration, notre charte politique de la francophonie s'appelle la déclaration de Bamako. Bamako, c'est au Mali. Et je suis donc très mal à l'aise. Pour cela, pour la partie symbolique, mais plus important encore, nous sommes une organisation qui est fondée sur la solidarité, la rencontre des peuples. Et une fois qu'un pays de notre organisation est suspendu, en quelque sorte, on est coupé des peuples qui sont la raison d'être de notre organisation. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir avoir un dialogue, de créer ce climat de confiance qui nous permet d'échanger avec ces pays. C'est ce que nous avons fait avec la Guinée, par exemple, aussi qui était un pays suspendu, qui vient de revenir dans la famille. Voilà, en fait, la Guinée, pourquoi la Guinée est revenue, c'est simple. Hein. Lorsque la diplomatie française s'entend avec votre pays, la francophonie n'a pas à dire que vous ne venez pas. Vous êtes systématiquement repris dans la francophonie. Lorsque la diplomatie française dit, bon, c'est bon, on s'entend avec tel pays, la francophonie, elle suit directement. Donc, c'est la France-Afrique qui continue. C'est la France-Afrique. C'est l'influence de la France sur ces différents pays francophones. C'est tout. Voilà. Maintenant, peut-être qu'il y a des pays francophones, il y a des pays où on parle français qui ont pu quand même s'extirper, qui ne sont pas totalement contrôlés par eux, ou bien certains ne le sont pas du tout, comme le Canada, des choses comme ça. Mais en tout cas, pour nos autres pays, là, on sait que c'est la même chose qui continue. La preuve, la Guinée est revenue parce que la France l'a voulu, la diplomatie française l'a voulu. C'est comme ça. Le Tchad est là, le Tchad est là, la Guinée, le Gabon est là. Le président tchadien, quand même, il a tué son opposant. Il a tué l'opposant devant tout le monde, son opposant juré devant tout le monde. C'est un cousin à lui, je crois bien. Ah, mais devant tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu comment ce monsieur a été tué. Hein. Mais voilà, ça ne dérange pas la France de collaborer avec eux. Pas de problème. Ça a fait polémique, hein, d'ailleurs, beaucoup. Cette décision peut faire polémique et je le comprendrai. Parce que nos États se sont engagés, ont souscrit à certains textes politiques, à certains protocoles, notamment sur tout ce qui concerne la pratique démocratique, les droits et les libertés. Donc ce n'est que normal. Mais je pense qu'il faut pouvoir dépasser des situations compliquées. Voilà, ce qu'elle veut dire simplement ici, c'est que, bon, en fait, en principe, la francophonie, c'est-à-dire lorsque tu fais un coup d'État, hein, dans ton pays, s'il y a un coup d'État, tu ne peux plus être dans la francophonie, voilà, c'est ça qui est clair. Mais malheureusement, bon, voilà, eux, en fait, ils ont dit, bon, c'est vrai que lorsqu'on fait un coup d'État, on doit quitter la francophonie, on doit être suspendu, mais voilà, ils ont dit qu'il faut dépasser cela. Ils ont dépassé cela pour certains pays, mais pas pour d'autres, voilà. C'est simplement cela qu'il faut comprendre. Elle est même gênée, hein. On sent que c'est Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, elle est quand même gênée de voir que, bon, c'est un double standard. Ils font le double standard et ils ont accepté certains pays. Ils acceptent certains pays où il y a eu des coups d'État, voilà, mais d'autres, on n'acceptait pas et c'est simplement cela. Et il n'y a rien à dire parce que la France ne s'entend pas avec les pays de l'US, donc ils ne viennent pas. Et nous, ça ne change pas la couleur de notre café. Hein. La difficulté, vous savez, les règles, quand elles reposent sur une clarté, elles sont plus faciles à accepter. Quand on fait du double standard ou quand on suspend celui-là et on ne suspend pas celui-ci, ça crée beaucoup de confusion. Dans le cas d'espèce, lorsque la francophonie décide de réhabiliter la Guinée,
vous avez regardé, ça s'est fait récemment, les arguments qu'elle a avancés, c'est que le pays a fait des progrès en matière de démocratie, de respect des droits de l'homme. Et c'est ça le communiqué que le Conseil permanent de la francophonie a publié pour indiquer, comme si nous-mêmes, nous n'étions pas témoins des événements qui se passent en Guinée. Il y a 2 personnes dont vous avez parlé qui ont disparu, dont on est sans nouvelles. Il y a des morts suspectes en prison, des 2 officiers, l'ancien numéro 2 presque du conseil militaire qui est décédé en prison, un autre colonel qui est décédé. Donc il y a des violations massives des droits de l'homme, mais en dépit de ce tableau, la francophonie a décidé de rétablir la Guinée comme pays membre et l'a invité ici. Donc quand on se met dans cette posture de double standard, ça a des conséquences. La conséquence, c'est la perception dans les opinions africaines que, particulièrement au Sahel, que, par exemple, l'exigence de la démocratie et du respect des libertés, on le leur demande parce que c'est eux, non pas parce que les libertés sont importantes. Pourquoi on demanderait, on accepterait des violations des droits de l'homme en Guinée et qu'on ne les accepterait pas au Niger ou au Burkina? Donc ça, c'est des choses qui sont de nature à affaiblir le discours de la communauté internationale et à l'affaiblir. Je pense que ça, cette posture-là a pu alimenter chez les poutistes nouvelle génération les sentiments que bon, la communauté internationale, c'est pas important, on peut faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, on voit aujourd'hui que il n'y a pas de réaction à la hauteur de ce que espèrent les démocrates nigériens, les démocrates burkinabés. On dirait que les gens sont laissés presque à eux-mêmes, puisque les jeunes ont décidé que la communauté internationale, ça ne veut rien dire, ça les intéresse pas. Et à la différence de ce qu'on avait connu, ce que vous avez rappelé, quand pour des pays qui ont connu le coup d'État, dès que les militaires prennent le pouvoir, ils s'empressent de donner un agenda, souvent ils disent que c'est 9 mois, souvent ils disent que c'est 1 an. Bon, cette fois-ci, on n'a aucune visibilité. Et je crois que du tout de saison. Oui, et puis la communauté internationale elle-même s'est affaiblie en faisant, par exemple, des jeux de double standard, en donnant la prime à celui-ci, en refusant sans aucune base objective. Ça a pu alimenter. Et à mon avis, aussi le contexte international que l'on a aujourd'hui dans ces pays de rivalité, entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et les pays occidentaux, a pu alimenter le sentiment, bon, si l'Occident n'est pas d'accord, au moins il y a la Russie. Donc tout ça fait tout ça ne nous rajeunit pas et fait en sorte que finalement, on ne contribue pas au renforcement de la culture démocratique dans ces pays-là. Et puis, voilà, donc vous avez entendu Sidi Kaba. Et puis, on va toujours rester avec Sidi Kaba qui va donner son point de vue sur la francophonie, sur est-ce que la francophonie, c'est la France-Afrique ou pas. Il y a des éléments factuels. Lorsqu'on parle de ces questions-là, il faut convoquer des éléments factuels. En 2002, lorsque le président Abdou Diouf décide de quitter le pouvoir après la défaite de 2000, son ami Jacques Chirac décide au Liban d'en faire le secrétaire général de l'OIF. C'est Jacques Chirac qui l'a décidé. C'est comme si Biden disait, bon, toi, tu vas être le secrétaire général de l'ONU. Abdou Diouf est devenu secrétaire général de l'OIF. Il a fait 3 mandats de 4 ans. Il est parti. Vous savez, dernièrement, le tout dernier épisode de la même nature, lorsque Michaël Jean a décidé de rempiler pour un 2e mandat, il a suffi que Macron décide qu'elle ne soit plus possible qu'elle soit secrétaire générale. Et ça, c'est totalement documenté. Et Macron a fait, alors que Michaël Jean a visité des pays africains qui lui ont donné leur accord pour le 2e mandat, Macron a obtenu de ces pays qu'ils se rétractent, qu'ils se dédisent même, puisque... Au nom de la politique étrangère française avec le Rwanda. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Sauf que c'est une organisation, c'est pas l'OIF n'est pas un appendice de la diplomatie française, en théorie. Ça devait être, il y a la Belgique, il y a le Canada, mais dans ce cas, pour illustrer ce que vous dites jusqu'à la caricature, c'est que c'est la France qui a décidé, voilà le secrétaire général, et c'est devenu comme ça. Les autres pays qui pouvaient s'opposer, même le Canada, a été invité, ils ont fait un deal avec le Canada s'est rétracté, finalement c'est la candidate de la France, au nom des intérêts particuliers de la diplomatie française, c'est Madame Moukiwala qui est devenue secrétaire générale. Et ça, c'est dans le cadre de la francophonie. Voilà, et ça, c'est juste pour finir. Je crois que Sidi Kaba a répondu à la secrétaire générale de l'OIF,
à Louise. Voilà, lorsqu'elle dit que ce n'est pas la France-Afrique, c'est la France-Afrique. Et moi, je voulais ajouter un dernier point, c'est par rapport à Blaise Compaoré aussi. On se rappelle que François Hollande lui avait proposé la tête de la francophonie en 2014 lorsqu'on lui a fait un coup d'État. C'était juste avant qu'on le dégage. Et on lui avait proposé cela, il n'avait pas accepté. Et puis finalement, quand il a été renversé, eh bien, il y a quand même... on se rappelle que François Hollande, lors d'une discussion, il a eu à le dire, il a dit, bon, écoutez, je lui avais dit, mais bon, voilà, il n'a pas accepté, et puis voilà, finalement, on l'a renversé. Alors, on voulait juste échanger avec vous par rapport à la francophonie, qu'il soit un peu plus cohérent, et puis on verra bien comment ça se passe après. Merci et à bientôt, les amis. Chute ko ma ani I donko chen al silamɛ bɛɛ lajɛlen ka laɲini belebeleba ye min ye o de ye ka silamɛya jɔsen duuru ka se ka o baaraw ko o dafa. Agence de voyage 7 village kɛlen don ni ka a ka dayɛlɛ aw ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Aw minnu bɛ yen ni aw b'a fɛ ni ka taa magan ka wari dɔgɔdɔgɔnin sara wali kɛlen aw minnu bɛ yen ni aw bɛ fɛ ka bakuruba sara Agence de voyage 7 village kɛlen don ka nin daw bɛɛ lajɛlen yɛlɛ aw ye. U wele u ka nɛgɛjuru sira fɛ 74 14 19 19 wali kɛlen 94 64 05 06 wali kelen 75 34 80 80 n'o yɛrɛ m'i diya u wele 73 21 20 40 lahɔrɔmayɔrɔ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ maga jamana kan fɔ ka taa se Madina agence de voyage 7 village ka yɔrɔ ka sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na bawo agence de voyage 7 village jabala la i bɛ se k'i to yen n'i bɛ madinɛkaw fɛ yen nɔ ka seli ala kɛra ka misiri nɔrɔma in nɔfɛ wali kelen n'i bɛ magankaw fɛ yen ka seli ni alikaba ye aw maa minnu bɛ yen ni aw ka maaw ye maakɔrɔbaw ye a y'aw sɛmɛ agence de voyage 7 village la maa minnu taara iji la ka kɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin ko in seereya aw ye agence de voyage 7 village ko k'a bɛ dugawu kɛ hiji taga ala k'a nɔgɔya alisilamɛden bɛɛ lajɛlen ye. Est-ce que jɔrɔnako min tun bɛ malidenw na kuranko ta fanfɛla fɛ ni kɛngɛyiri kuma e frère ye MDS maa bɛ se k'a fɔ ko kuranko ko o basira olu ye wulikajɔ sabati ni ka na ni pano dagabanaw ye ka na sangaramati jelibugu sugu la pano minnu bɛ tali kɛ 670 580 410 405 550 250 350 nin bɛɛ lajɛlen ye double face ye pano tagamaɲɔgɔn ye min ye o ye batterie ye u ye wulikajɔ sabati walasa ka se ka na ni batteriw la sangalamaciw ye u ka yɔrɔw la n'o bɛ tali kɛ diɲɛ labanamaw bɛ ka girin batterie qualité minnu nɔfɛ batterie lithium fo ka taa batterie shell ma a fitinin fo ka taa se a kumabaw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ MBS la u ka yɔrɔ tɛ yɔrɔ doromata ye filɛ nin ye jelibugu suguda la ni farina fɛ fɛ mètre 100 bɔɲɔngo i bɛ numanyan fan filɛ i bɛ jinɛ sokala in dayɛlɛlen sɔrɔ yen kɛngɛleri kuma e frère MBS wali kelen wulili ka gɛlɛ aw maa minnu ma a ye nɛgɛjuru sira kongo 72 12 51 54 wali kelen 72 08 08 89 a dugu jɛ i ka so ka taa sɔrɔ tɔw bɛ dibikuru la baarayɔrɔba kelen min bɛ se k'o k'i ye ni a ka pano dagabanaw ni a ka batterie lithium dagabanaw ye o ye kɛngɛleri kuma e frère ye MDS